Dans les années 80, aux États-Unis, la violence et le taux de criminalité sont devenus si inquiétants qu'un véritable climat d'insécurité s'est installé. Aucune ville n'est à l'abri d'un tueur en série. Le 24 mars 1987, à Philadelphie, la police reçoit dans la soirée l'appel à l'aide d'un homme, Vincent Nelson. Sa petite amie vient de réapparaître après plus de 5 mois d'absence. Josefina Riviera est en état de choc et tient des propos incohérents. Elle déclare avoir été enlevée et séquestrée dans une cave avec d'autres femmes. La police arrive chez Nelson et constate les traces de coups sur la jeune femme. Le couple est emmené au poste. Josefina raconte qu'elle a persuadé son tortionnaire de la laisser sortir 1 heure pour aller voir ses enfants. Il l'attend à une station-service, elle en a profité pour s'échapper. La police se rend à la pompe à essence. Un homme attend au volant d'une Cadillac. Il s'appelle Gary Ednick. La police l'arrête. Il reste calme mais semble surpris. Il est emmené au poste pour un interrogatoire. Le lendemain matin, munis d'un mandat de perquisition, des inspecteurs se rendent au domicile de Ednick. Josefina Riviera n'a pas menti. 2 femmes noires, pratiquement nues, sont enchaînées à la cave. Ils découvrent aussi une autre jeune femme nue cachée dans un trou. Ces 3 jeunes femmes sont en train de mourir de faim et sont repoussantes de saleté. Une ambulance arrive pendant que la police fouille le reste de la maison. La découverte est macabre et laisse les policiers stupéfaits d'horreur. En effet, ils ont trouvé des restes humains dans la cuisine, un bras dans le frigo et une côte dans une poêle. Le porte-parole de la police doit garder tout son sang-froid pour annoncer leur sinistre découverte. Nous avons trouvé, semble-t-il, des restes humains, un bras, peut-être un genou. Nous n'en sommes pas encore certains, nous allons faire des analyses pour les identifier. Josefina Riviera raconte alors l'horrible calvaire que lui a fait subir Gary Ednick. Cette prostituée opérait dans les bas quartiers de Philadelphie. Dans la soirée du 26 novembre 1986, elle s'était rendue chez un homme assez grand et au visage basané. Il portait une barbe. Ils ont eu des rapports sexuels. Quand elle a voulu partir, il s'est jeté sur elle, puis l'a attachée avec des menottes. Il l'a entraînée à la cave et l'a enchaînée à l'une des canalisations qui traversaient le plafond. Dans les mois qui suivirent, Ednick enleva 5 autres jeunes femmes toutes noires. Le 29 novembre, il kidnappa une amie de Josefina, Sandra Lindsay. Le 22 décembre, Lisa Thomas, 19 ans. Le 1er janvier 1987, Deborah Dudley, 23 ans. Le 18 janvier, Jacqueline Haskins, une prostituée de 18 ans. Et Agnès Adams, le 23 mars 1987, un jour avant que Josefina ne s'échappe. Ednick nourrissait visiblement une véritable obsession pour les femmes noires, et plus particulièrement pour des femmes simples d'esprit comme Sandra Lindsay. Sandra souffrait de quelques handicaps. Elle parlait avec difficulté et avait du mal à marcher. Elle avait aussi un léger handicap mental. Ednick voulait désespérément des enfants. Il avait enlevé ces femmes afin de fonder une famille. L'émotion est vive à Philadelphie. Les habitants sont révoltés par ce tortionnaire pervers aux pulsions meurtrières. On devrait l'enchaîner et le priver de nourriture pour lui infliger le même supplice qu'à ses victimes. On devrait lui rendre la monnaie de sa pièce. Ednick violait ses victimes presque tous les jours et les obligeait même à avoir des rapports sexuels entre elles. Il les battait souvent. Sandra Lindsay mourut suite à ces sévices barbares. Il l'avait suspendue à l'un des gros tuyaux du plafond pour la punir. Il avait remonté son corps à l'étage. Ensuite, une odeur fétide commença à se propager dans la maison. Il emmena Deborah Dudley dans la cuisine. La tête de Sandra cuisait dans une casserole, ses côtes grillaient dans une poêle. Il menaça Deborah de lui faire subir le même sort si elle lui désobéissait. L'odeur nauséabonde de chair brûlée s'était répandue dans le quartier. Le 10 février 1987, les voisins alertèrent la police qui ne prit pas leur plainte au sérieux. Un policier s'était tout de même rendu sur les lieux et avait interrogé Ednick. Celui-ci déclara calmement qu'il avait laissé brûler son dîner.
Le policier vérifia ensuite si Ednick avait un casier judiciaire, mais ne trouva rien. Pendant ce temps, les jeunes femmes étaient enchaînées dans la cave. Deborah Dudley refusait toujours d'obéir à Ednick. Pour la punir, il la mit au trou. Il jeta un seau d'eau sur elle et cloua les planches pour refermer le trou. Il força Joséphina à passer un fil électrique à travers les planches. Deborah Dudley mourut électrocutée. Il obligea Joséphina Riviera à signer une confession dans laquelle elle avouait avoir participé au meurtre de Deborah. Joséphina dut accompagner Ednick dans la forêt où il se débarrassa du corps. Grâce à cette confession, Ednick pensait l'avoir totalement sous son pouvoir et lui laissa un peu plus de liberté. Elle en profita pour s'échapper. Plus tard, elle indiqua à la police l'endroit où fut enterrée Deborah. Gary Ednick est né le 21 novembre 1943 à Cleveland. Ses parents s'étaient séparés lorsqu'il était encore tout petit, peu après la naissance de son frère. Les deux enfants furent d'abord confiés à leur mère. Lorsque Gary eut 6 ans, lui et son frère allèrent vivre chez leur père qui s'était remarié. Cet homme autoritaire leur imposait une discipline de fer et les humiliait très souvent en public. Un jour, Gary se blessa à la tête en tombant d'un arbre. Cette chute lui avait légèrement déformé le sommet du crâne. À cause de ça, ses camarades d'école se moquaient souvent de lui. Adolescent, il éprouva une grande fascination pour la vie militaire et s'engagea dans l'armée à l'âge de 18 ans. Mais peu après, il dut être soigné pour des troubles psychologiques. Il fut finalement déclaré inapte et renvoyé à la vie civile avec une pension d'invalidité de 10 000 francs par mois. De 1962 à 1984, il fut admis plus d'une vingtaine de fois en hôpital psychiatrique. En 1971, il voulut fonder sa propre église pour venir en aide aux handicapés physiques et mentaux. Malgré ses lourds antécédents, les autorités lui donnèrent l'autorisation de créer l'église des ministres de Dieu. Il se nomma évêque et ordonna son frère Terry prêtre. Il réunit autour de lui une assemblée de fidèles issus de la communauté noire, des femmes pour la plupart, souvent handicapées physiques et mentales. Malgré ses troubles psychologiques, Ednick est un homme d'une grande intelligence et un spéculateur adroit. En 1975, il avait investi 1 500 $ en bourse. 10 ans plus tard, son compte s'élevait à plus d'1 million de dollars. Son apparence négligée et sale ne laissait en rien deviner sa richesse. Peu après son arrestation, on découvre que Ednick a déjà un casier judiciaire. Le jeune policier, venu l'interroger à son domicile lors des plaintes déposées par les voisins, avait mal orthographié son nom. En 1980, Ednick est déjà condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle et tentative d'enlèvement. Puis il épouse Betty Listo, une femme originaire des Philippines. 3 mois plus tard, elle le poursuit en justice pour viol et conduite sexuelle indécente. Les poursuites sont abandonnées car elle ne vient pas témoigner au tribunal. L'opinion publique est scandalisée. Comment la police a-t-elle pu laisser ce fou en liberté ? Mais il était impossible pour la police et les psychiatres de rassembler tous les éléments de ce dossier complexe et d'établir un lien entre les disparitions et Ednick lui-même. L'affaire Ednick présente de nombreuses similitudes avec une série de crimes commis en juillet 1991 à Milwaukee. L'appel au secours de Tracy Edwards devait mener la police à résoudre enfin une terrible affaire criminelle. Edwards, un jeune noir de 32 ans, se promenait dans un centre commercial avec des amis, quand un grand blond au physique agréable les a abordés. Il les a invités à venir à une fête chez lui. Edwards monte dans un taxi avec l'inconnu. Ses amis doivent le rejoindre plus tard. Mais ce qu'ignore Edwards, c'est que l'homme leur a donné une fausse adresse.
Arrivé au domicile de l'inconnu, Edwards commence à s'inquiéter. Ses amis n'arrivent pas. Il veut alors partir, mais l'homme le menace avec un couteau. Il lui ordonne de se déshabiller, prétendant vouloir le photographier nu. Il menace Edwards de le tuer et de lui manger le cœur si le jeune homme ne s'exécute pas. Alors que l'homme s'apprête à prendre son appareil photo, Edwards lui assène un coup de poing et se précipite vers la porte. Dans la rue, il arrête une voiture de police et conduit les agents au domicile de son agresseur. Dans un premier temps, l'homme ouvre sa porte à la police avec beaucoup de calme. Mais lorsque les agents lui demandent des explications, il perd tout contrôle. Les policiers fouillent alors l'appartement et comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à l'un des plus dangereux tueurs en série des États-Unis. L'homme que la police a arrêté se nomme Jeffrey Dahmer. Votre honneur, l'accusé ici présent, Jeffrey Dahmer, est représenté par Gerard Boyle, Wendy Patricus et Scott Hansen. Un inspecteur décrit alors ce que la police a découvert dans l'appartement de Dahmer. Dans le réfrigérateur se trouvait une tête humaine. Dans le congélateur, il y avait 3 autres têtes dans des sacs plastiques. On trouva aussi 3 crânes dans un meuble de rangement, 2 autres dans une marmite et 2 dans une boîte. Une odeur de putréfaction s'échappait d'un tonneau de plastique bleu, à l'intérieur duquel il y avait 3 torses humains. La police put identifier quelques-unes des victimes et avertir les familles. On croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où cela arrive à votre propre fils. Vous savez, c'était mon unique enfant. Je me sens un peu soulagée, car je sais maintenant où est mon fils. J'ai tant prié pour savoir ce qui était arrivé à mon fils, pourra désormais reposer en paix. La police retrouve les restes humains de 11 victimes. Dahmer, quant à lui, prétend être l'auteur de 17 meurtres. Lors des audiences préliminaires, Jeffrey Dahmer est impassible. L'émotion est vive parmi les familles des victimes. Dahmer semble pourtant capable de comprendre la gravité des chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Vous êtes reconnu coupable d'homicide volontaire au 1er degré. Mais certains pensent que l'indifférence dont il fait preuve révèle son incapacité à saisir l'atrocité de ses crimes. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, votre honneur. L'accusation souhaite que la peine de mort soit appliquée. Or, la peine capitale a été abolie dans le Wisconsin. Pour nous, Jeffrey Dahmer est légalement responsable de ces crimes et devrait être condamné à la peine de mort. Et si nous pouvions le juger dans un autre État où la peine capitale est en vigueur, nous le ferions. L'émotion est à son comble à Milwaukee, au fur et à mesure que l'enquête avance et révèle l'horrible réalité. Les habitants commencent à exprimer leur indignation. En ce moment, beaucoup de gens sont en colère. La ville entière est en deuil. Ils souffrent pour ceux qui ont disparu. Ils sont furieux et révoltés par le supplice que Dahmer a infligé à ses victimes. Voilà 3 ans, on se sentait encore en sécurité à Milwaukee. Le procès de Jeffrey Dahmer s'ouvre le 13 janvier 1992. Le juge Lawrence Graham préside le tribunal. Dahmer est accusé d'avoir commis 15 meurtres. Toutes ses victimes ont été enfin identifiées. La défense plaide coupable et tente de prouver que Dahmer souffre de démence mentale. Pour l'accusation, il n'est qu'un tueur cruel qui a parfaitement conscience de la monstruosité de ses actes. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Un père souvent absent, des querelles incessantes entre ses parents qui s'achèveront par un divorce ont provoqué chez Dahmer un profond sentiment d'insécurité et de solitude. Il fut un enfant réservé et mélancolique, mais très intelligent. Pourtant, incapable de se concentrer, il n'obtient pas de bonnes notes à l'école.
Marty Schmidt, l'une de ses camarades de classe, raconte qu'il était incapable de se lier avec les autres. Il avait l'air tellement perdu et fragile que j'ai toujours su qu'il commettrait l'irréparable. En 1978, il s'inscrivit dans une université pour étudier la gestion. Mais l'alcool anéantit en lui toute volonté de réussir et il abandonna rapidement ses études. Comme ethnique, il s'engagea en 1979 dans l'armée pour 3 ans. Mais l'alcool continua à le détruire et il fut déclaré inapte 9 mois plus tard. Il avoua avoir commis son premier meurtre à l'âge de 18 ans. À l'époque, ses parents étaient en instance de divorce. Son père avait quitté le domicile conjugal. Sa mère était partie pour quelques jours. En quête de compagnie, il était sorti et avait pris un adolescent en stop qu'il ramena chez lui. Ils burent quelques bières ensemble. Le jeune homme décida alors de s'en aller. Un sentiment irrépressible avait alors envahi Dahmer. Le chef de la police explique comment Dahmer a assassiné sa première victime. Dahmer a violemment frappé sa victime à la tête avec une haltère, puis il l'a étranglée. Il a ensuite découpé le corps avec un couteau et enveloppé les morceaux dans des sacs plastiques qu'il a éparpillés quelques jours plus tard. Il fut difficile pour la police d'identifier la première victime, car on ne retrouva que des fragments d'os. Dahmer ne se souvenait pas du nom du jeune autostoppeur. Il fallut que la police lui montre des photos d'adolescents disparus à cette époque pour qu'il l'identifie. Les indications de Dahmer, ainsi que les traces de sang sous la maison et les 3 dents que nous avons retrouvées, nous permettent d'établir l'identité de la victime. Nous pensons qu'il s'agit de Stephen Hicks. Après son renvoi de l'armée, Dahmer vécut avec sa grand-mère non loin de Milwaukee et trouva un emploi dans une fabrique de chocolat. Il traînait souvent dans des bars d'homosexuels. Le 8 septembre 1986, Dahmer était accusé d'attentat à la pudeur sur 2 jeunes garçons de 12 ans. Il est astreint à un régime de liberté surveillée. Pendant 1 an, sa conduite est exemplaire. Puis il assassine sauvagement un autre homme qu'il avait ramené dans un hôtel. Il dissimule le corps dans la maison de sa grand-mère et le découpe en morceaux. 4 mois plus tard, il commet un autre meurtre. Ses pulsions meurtrières deviennent de plus en plus irrépressibles au cours des 3 années suivantes. Il ne connaissait aucune de ses victimes. Il les abordait au hasard dans des bars ou dans la rue. Il les ramenait chez sa grand-mère, les invitait à boire un verre, les droguait, les tuait, puis les découpait en morceaux. Il se débarrassait des corps avec de l'acide et jetait les résidus à la poubelle. Sa grand-mère se demandait d'où venait cette odeur de putréfaction qui régnait dans la maison. Dahmer dut prendre un appartement. Plus rien ne l'empêchait désormais de donner libre cours à ses pulsions morbides. Dans son appartement, la police ne retrouva que peu de nourriture. Dahmer mangeait les corps de ses victimes. 3 ans avant son arrestation définitive, Dahmer avait échappé de peu à la police. Le 26 septembre 1988, Kaysen Sintason-Fawn, 13 ans, réussit à s'enfuir. Dahmer est arrêté et reconnu coupable d'agression sexuelle, puis remis en liberté provisoire. Il doit subir des tests psychiatriques avant de passer en jugement. Le père de Dahmer assiste au procès et réclame, tout comme l'accusation, une peine de prison. Mais Dahmer paraît sincèrement désolé et désireux de se faire soigner. Il est remis en liberté surveillée, à condition qu'il reçoive un traitement psychiatrique. Mais ses crimes redoublent et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Deux mois avant l'arrestation définitive de Dahmer, un jeune Asiatique réussit à s'échapper. Ivre, nu et terrifié, il demande aux passants d'appeler la police. Il s'agit du frère aîné de Kaysen Sintason-Fawn. Dahmer s'approche des policiers et leur explique que le jeune homme, Konerak Sintason-Fawn,
et son petit ami et qu'il s'était enfui après une querelle. La police le laisse ramener l'adolescent et Dahmer l'assassine. Une femme croit avoir vu quelque chose d'anormal. Elle appelle la police pour qu'on vérifie que le garçon va bien. Mais la police ne semble pas s'en préoccuper. On s'en occupe, madame. Vous en êtes sûr? Tout à fait certain, madame. Il est reparti avec son petit ami dans son appartement. Oui, mais je veux dire, si c'était un enfant, êtes-vous sûr que c'est un adulte? Madame, laissez-moi vous expliquer. On s'en est occupé, je ne peux rien vous dire d'autre. Après la diffusion de cet enregistrement, la police fut sévèrement mise en cause. Pourquoi n'avait-on pas pris en considération l'appel au secours du jeune garçon? Était-ce parce qu'il était asiatique? L'enquête a prouvé que les policiers qui ont reçu l'appel ont commis une négligence. Ils auraient dû vérifier que le garçon allait bien. Les 3 policiers furent suspendus. Cette décision ne plut pas à tout le monde. Ils ont fait leur devoir et ils l'ont bien fait. Nous devons leur montrer que nous sommes de leur côté. D'autres voyaient dans cette négligence une manifestation évidente de racisme. Si cela avait été un noir qui tuait des blancs, la police aurait été sûrement plus efficace. Nous voulons l'ouverture d'une enquête. Au cours du procès, les psychiatres tentèrent d'expliquer comment Dahmer avait pu commettre ces horribles crimes. L'une des hypothèses avancées suggérait que Dahmer, tout comme Ednick, tuait ses victimes pour qu'elles ne le quittent pas. Mais pour l'accusation, cette hypothèse était caduque. En effet, la peur de la solitude ne peut expliquer des pratiques cannibales. On ne parle pas ici d'une envie de gâteau au chocolat, mais d'une envie de chair humaine. Pour l'accusation, Dahmer souffrait bien d'un grave désordre psychologique, entre autres de pulsions sexuelles anormales comme la nécrophilie. Mais il était tout à fait capable de faire la différence entre le bien et le mal. Les membres du jury délibérèrent et le 15 février 1992, le juge Graham rend son verdict. Le jury a délibéré et a rendu son verdict. À la question, l'accusé Jeffrey Dahmer souffrait-il de troubles mentaux lorsqu'il a commis cette série de crimes? La réponse est non. Dahmer est reconnu coupable et responsable des 15 meurtres dont il est accusé. 2 jours plus tard, le juge prononce la sentence devant toutes les familles des victimes. Il est condamné à 15 peines consécutives d'emprisonnement à vie. À l'issue du procès, Dahmer déclara qu'il n'avait pas la moindre idée des raisons qui l'avaient poussé à commettre des actes aussi ignobles. Il n'exprima cependant aucun remords ni regret. Dahmer purgea 2 ans de prison avant d'être assassiné par un autre prisonnier. Quant à Gary Ednick, il fut reconnu saint d'esprit et condamné à mort pour les 2 meurtres qu'il avait commis. Quand il apprit que Dahmer avait été assassiné, il fit une requête pour être exécuté le plus rapidement possible. Mais les longues procédures d'appel retardent sans cesse son exécution.